Ouais, non mais promis, pour la première vidéo de 2022, je me rase. Non, parce que c'est pas possible. Là, tu sors le col roulé, t'essaies de faire preuve d'élégance, mais tu te retrouves avec la barbe à trous du Père Noël. Non, c'est pas terrible. Non, je reviens. Non, c'est pas bien du tout. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette avant-dernière vidéo de l'année 2021 et peut-être l'un des derniers tops et flops tout court sur la chaîne. Ça, on y reviendra dans le bilan 2021 que je vous concocterai pour plus tard dans la semaine. Le traditionnel rendez-vous des classements de fin d'année, les tops. On reviendra sur les flops un petit peu plus rapidement en fin de vidéo. Là, ce sera surtout les tops de l'année, que ce soit les séries, les musiques, les jeux et enfin les films. Et vous allez voir que contrairement à d'habitude, je préfère le dire dans un petit postulat de départ, il n'y aura pas 5 séries, 5 albums, 5 films, etc. Il y aura cette fois 4 séries, 4 albums, puis 6 films et 6 jeux vidéo, puisque j'ai eu l'occasion de me rendre compte en faisant et en concoctant cette vidéo, que finalement j'avais eu beaucoup moins eu le temps cette année de regarder, de découvrir ou de rattraper des séries télé. Idem, j'ai écouté que très peu de nouveaux albums, mais à contrario, j'ai vu beaucoup de films et il est vrai que j'ai eu l'occasion de rattraper ou de jouer à énormément de jeux vidéo. Voilà donc pourquoi vous verrez que les classements sont un petit peu particuliers cette année, et je précise aussi dès le début de cette vidéo que ce n'est pas parce que c'est un top 2021 que tout doit être de 2021. Je compte aussi les rattrapages par exemple de jeux vidéo que j'aurais pu faire cette année mais qui sortent d'il y a 2 ou 3 ans et qui m'ont marqué en 2021. Idem avec les albums, les films ou encore les séries. Et on commence tout de suite avec les séries télé. Star Wars The Bad Batch qui arrive aux portes du podium en 4e position. Aussi effectivement, là c'est peut-être un aveu d'échec parce que j'ai eu l'occasion de regarder que très peu de séries, ce qui sera beaucoup plus le cas je l'espère en 2022. Il n'empêche que même si c'est pas au niveau de Clone Wars, j'ai trouvé que The Bad Batch était particulièrement intéressant dans le lore de l'univers des clones, dans cette transition, dans cette passation de pouvoir entre la République et l'Empire. Un petit peu perplexe en fin de premier acte puisqu'on a envie d'en savoir plus, on a envie d'en découvrir plus. Il y a beaucoup de choses qui restent un petit peu dans l'inconnu, que ce soit dans le lore Star Wars mais aussi dans le lore de l'univers des clones. Je pense au commandant Cody par exemple. Mais il y a quand même plusieurs références au lore, il y a quand même plusieurs avancées narratives pertinentes, il y a beaucoup d'émotions, on sent que ça joue vraiment là-dessus. Et c'est un plaisir de retrouver cette unité, c'est un plaisir de retrouver cet univers, ce qui fait que ça me le porte en 4e position. You need someone. Not him. Then what do you want? What I wanted was you. Ce n'est pas pour citer Palpatine, mais pour beaucoup d'entre vous, cette 3e place sera une surprise, assurément. Mais une bonne surprise. Car si je n'eus l'occasion de rattraper que le premier acte d'American Horror Story, entre maison hantée et fantôme tueur, celui-ci fut particulièrement plaisant. Retour d'acteurs cultes comme Jessica Lange ou Charles Dutton dans mon viseur cinéphile, révélations nouvelles comme Dylan McDermott ou même confirmation, aka un Evan Peters s'installant sans conteste au sommet de la série, la photographie et l'ambiance du show, toujours au service d'une horreur ambiante, fut la grande surprise de mon année. Difficile de vous dire quand je me pencherai sur les autres saisons de cette série culte, tant le temps me manque, mais une chose est sûre, ce visionnage improvisé me mit l'eau à la bouche. Glauque, sombre et subtil à souhait, vivement la suite. The jury finds the defendant not guilty. À la 2e place de ce classement, ni plus ni moins que LA série de l'année, en tout cas d'un point de vue objectif et ou qualitatif. Car même si totalement passé inaperçu, le nouveau chef-d'œuvre de Bryan Cranston s'appelle Your Honor, et croyez-moi, cette fresque vaut le détour. Entre situations difficiles, retournement de situation dantesque, man game constant et direction d'acteurs sublimant ce drame familial, le bébé de Showtime fut presque capable, rien que ça, de s'inscrire dans les grandes traces dramatiques d'œuvres comme Breaking Bad, intelligente et immersive à souhait. Portée par un Cranston formidable et une relation père-fils complexe et détonnante, le tout saupoudré d'un univers mafieux venant troubler l'ordre établi, il s'agit bien de la meilleure série de l'année 2021 à mes yeux. Une descente aux enfers psychologiques questionnant le bien, le mal et cette infime part d'obscurité séjournant en son centre. Et dire qu'elle n'est même pas numéro 1. Let's fucking do it. Come on, punk. Let's go, baby. Bring it up. Let's do this, baby. Let's do it. Let's go out here and put on the best show in front of the biggest crowd in DWL history. Yeah. Family on 3. 1, 2, 3. Non, Your Honor, bien que somptueuse, n'aurait pu détrôner mon choix du cœur. N'aurait pu détrôner les aventures de la famille Spade avec la digne héritière de The Wrestler, Hills. Visage d'une Amérique plus simple et familiale, celle-ci dresse à la perfection non seulement les déboires d'une fratrie brisée entre responsabilité et rêve de gloire, mais aussi et surtout l'envers du catch au sein de petites bourgades américaines. Sincère et authentique, Hills est une lettre d'amour à l'univers du pro wrestling, entre autres parrainé par de nombreuses icônes du genre,
de Mick Foley à Dieu, enfin je veux dire Philip Jack Brooks, enfin bref, vous avez compris, CM Punk. Intelligente, dynamique et à la réalisation irréprochable dans ses segments catchesques, l'acting émouvant de Stephen Amell et Alexander Ludwig fut mon grand moment de l'année 2021. À peine 6 mois dans les jambes et pourtant déjà sous-coté, tout fan de catch se doit de savourer Heels. On passe maintenant à la catégorie album, et comme je l'ai dit en début de vidéo, il n'y en aura que 4 puisque j'en ai écouté beaucoup moins cette année, et il y aura effectivement des albums rattrapage. La plupart, cette fois, sont sortis en 2021, mais vous verrez qu'à la première place du classement, on trust du old school. En 4ème place, Drake, Certified Lover Boy, que j'ai énormément apprécié. Je trouve que le mec a creusé un filon maintenant en termes de business, en termes de marketing, et surtout en gardant des sonorités, en gardant des productions, et vraiment un style unique qui n'appartient qu'à lui. Je suis un grand fan de Drake aujourd'hui. La personne me fait vraiment marrer, dédicace aux Toronto Raptors. Alors c'est vrai qu'on en parlera toujours, de l'année des Toronto Raptors champion NBA, c'était beau. En termes qualitatifs, en termes de productivité, je pense notamment au titre TSU qui pour moi est un chef-d'œuvre du genre. J'ai vraiment beaucoup apprécié cet album et je vous le conseille chaudement si vous aimez le hip-hop et si vous ne l'avez pas encore écouté. Évidemment, l'univers du rap et du hip-hop aujourd'hui fourmille de dizaines d'artistes qui sont hyper importants à découvrir, des artistes un peu plus underground, un peu plus sous-cotés. Vous savez mon amour pour le A$AP Mob, A$AP Rocky, A$AP 12V, Joey Badass ou tout un tas d'autres artistes comme ça, mais c'est vrai que quand certains patrons sortent des albums, on doit en parler et là pour le coup, Drake, son album était très bon. Ok, je sais ce que vous allez me dire, on prend les mêmes et on recommence, et vous avez pas tort. Mais avec la réédition de son dernier album, The Cool Tape Volume 3, Jaden fut une nouvelle fois icône de mon année musicale, se permettant quelques featuring inédits pour sublimer ses pistes, notamment avec le formidable Joey Badass. Ce trip estival efface quelques-uns des morceaux les moins réussis de sa première version, les remplaçant par quelques B-sides savoureuses, entre retour au hip-hop et vibe hippie dont il a le secret. Plus que jamais représentation de son amour pour la soul et la pop groove des 70s. What It Is, Still in Love, Bye ou même une version alternative de Cabin Fever, lunaire et émouvante. Jaden continue sa quête de maturité tout en offrant style cool et sonorité puissante. Une édition meilleure que la précédente et quand on connaît mon amour pour celle-ci et juste pour le bonhomme, fallait le faire. L'an dernier, Will trustait déjà mon top 5 avec Rise, IP aux sonorités européennes mettant toute sa magie vocale en avant. Plus tôt dans l'année, avec son album éponyme, elle naviguait entre électro-symphonique et ambiance parfois proche de Pink Floyd. C'était donc évident qu'avec Lately I Feel Everything, celle-ci explorait une fois encore d'autres horizons, entre grunge, punk et rock californien typique des années 90-2000. Portée par Transparent Soul, dont la récente reprise avec Kid Cudi est un régal, la princesse de Bel-Air emmène son public au cœur d'un voyage dans le temps. Écouter son album, c'est revenir à l'époque d'Avril Lavigne, de MTV, de rock décomplexé tout simplement jouissif, prouvant ô combien la dame est talentueuse. Parrainé par Travis Barker, batteur de Blink 182, l'accompagnant sur une grande partie de ses morceaux, ce retour aux sources du rock dévoile une fois encore l'artiste comme touche-à-tout impressionnante. Mon énorme surprise de cette année. Une découverte et une redécouverte. Voilà ce qui trône au sommet de mon classement album 2021, Dirt et Jar of Flies. Alors oui, je connaissais bien évidemment le chef-d'œuvre Dirt depuis un âge, porté entre autres par Rooster ou Wool, dont on embrasse le Punisher. Cela étant, difficile de parler 2021 sans rappeler ô combien les frasques de Lane vinrent m'accompagner au quotidien. D'une écoute nouvelle de celui-ci me permettant de l'apprécier sous un autre angle, plus mature et torturé, à l'image de Down in a Hole. À une découverte totale cette fois, Jar of Flies, dont I Stay Away et Nutshell me virent définitivement tomber amoureux du groupe. Des frissons, un style varié et puissant, toute la douleur d'un homme venant me prendre au cœur, symbole d'une année difficile, bref, 2 albums de génie et une année placée sous le signe du old school.
Dieu bénisse cette excellence. Et là vous avez vu mon top 4, j'ai envie de le signaler quand même parce que ça pourra intéresser certaines personnes. Juste avant de passer à la catégorie jeux vidéo, on garde le meilleur, les films pour la fin, je n'ai pas écouté le dernier album d'Orelsan parce que je suis pas fan d'Orelsan. Je reconnais évidemment le talent du bonhomme, mais que ce soit dans les morceaux ou dans les vocalises, je suis vraiment pas fan. Je lui reconnais un talent au niveau des textes qui est vraiment très intéressant, et pour moi ça fait partie des grands noms de la scène évidemment du hip-hop français, mais je ne l'ai pas écouté puisque globalement ça ne m'intéresse pas. On passe maintenant à l'une des catégories que certains d'entre vous attendent avec impatience, les jeux vidéo, et là Dieu sait que sur Twitch on en a fait une plâtrée. Vous vous doutez bien que je ne pourrais pas mettre Jurassic World Evolution 2 dans ce classement, même s'il serait dans mon top 10, parce que voilà, c'est un jeu de mon cœur, c'est un jeu auquel je tiens absolument. Mais on va commencer cette fois ce top 6 avec A Plague Tale, que j'ai eu l'occasion de rattraper pour le coup cette année. C'est un rattrapage. J'ai trouvé l'histoire hyper intéressante, les personnages attachants, je pense notamment à Hugo, ou attachant tout court pour les autres. C'est quand même la fierté française de pouvoir réussir à produire un jeu vidéo comme ça, puisque je crois que c'est une équipe qui travaille sur Bordeaux. En termes de mise en scène et de créativité, c'est absolument exceptionnel. Moi j'ai trouvé le jeu vraiment hyper intéressant dans son gameplay, une vraie bonne découverte, et je remercie d'ailleurs les gens sur Twitch de me l'avoir conseillé, puisque je pense pas que je me serais véritablement penché dessus si jamais vous me l'aviez pas fait essayer. Et j'ai vraiment hâte de découvrir le deuxième opus, parce que quand on voit déjà la direction graphique, l'esthétique, l'histoire, le scénario, et puis tout l'environnement finalement assez particulier de ce jeu, rien que dans le premier, le deuxième vaudra de l'or. En 5e position, Game of Thrones Telltale. Alors, il fait mal celui-là, il est violent. Il est violent parce qu'en fait c'est exactement la même chose que la série, ne vous attachez pas aux personnages, tout le monde peut mourir, parfois très vite. Ça a fait des grands moments de solitude pendant mon gameplay, mais d'un autre côté j'ai trouvé que l'histoire était géniale. Ça s'inclut parfaitement à l'univers de la série, de manière quand même assez stupéfiante, puisque c'est toute une histoire autour des Foresters qui se déroule à l'époque de la série HBO, et on va recroiser des tas de protagonistes. C'est esthétiquement parfois une peinture en mouvement que j'ai beaucoup apprécié. Alors c'est du Telltale, on n'est pas non plus sur du Quantic Dream, vos choix ont une importance, mais toujours moins que sur un des trois. Maintenant c'est vrai que c'est hyper intéressant à suivre, c'est vraiment hyper chiadé esthétiquement, et puis voilà, c'est surtout en termes de lore Game of Thrones, quel plaisir de revenir là-dedans, et quel plaisir de ressentir un petit peu toutes les émotions que tu pouvais avoir dans la série. Ça a été vraiment une belle découverte alors qu'il date d'il y a longtemps. Il y aura probablement pas de saison 2, ce qui est un sacrilège vu la fin de la saison 1 de Game of Thrones Telltale, mais en tout cas on croise les doigts. Bon, il manquait de Jamie Lannister pour être une place plus haut, voilà, on va le dire. En 4e position, au pied du podium, Uncharted 4, et alors là je sais très bien qu'il y en a qui vont vous dire « Ah donc t'as fait Uncharted 4 cette année, tu le mets pas sur ton podium ». Mais je me désabonne, voilà, salut. Oui, parce que j'ai aimé Uncharted 4, c'est un jeu qui est visuellement extraordinaire, qui est novateur, effectivement je pense que dans l'ère PS4 il aura marqué son temps. L'histoire est géniale, les protagonistes on s'attache plus que jamais justement au duo entre Nathan et sa compagne. C'est hyper intéressant à suivre, même si pour moi il manque d'une fin vraiment plus brutale, une fin un peu plus passive-agressive. J'ai été un petit peu déçu du final. Mais surtout le problème que j'ai avec Uncharted 4, là c'est un problème de streamer. J'ai fait l'ensemble d'Uncharted le même mois, et je vous avoue que j'ai fait une overdose de Nathan Drake. Alors déjà commencer par le premier qui aujourd'hui a trop vieilli pour qu'on ne le qualifie pas de purge, c'est compliqué. J'ai beaucoup aimé le 2, le 3, le 4, mais effectivement le fait d'avoir fait les 4 d'un coup, je pense que ça a peut-être un petit peu minoré la note que je peux avoir aujourd'hui vis-à-vis du jeu. Encore une fois c'est subjectif, mais oui, Uncharted 4 est un chef-d'œuvre, on ne va pas se mentir, c'est un jeu qui aura marqué sa génération, et je pense peut-être même plus que ça. Bon, je suis d'accord, c'est un choix qui fera parler. Tant pour certains d'entre vous, Miles Morales ne fut que DLC excessivement cher sans véritable enjeu. Mais force est de reconnaître que, de par l'impact de mon premier jeu PS5, les notes de Jaden entourant l'œuvre, ou tout simplement le plaisir de mêler environnement de Harlem à nouvelle histoire autour de Miles, cette expérience m'aura marqué. Clairement pas au niveau de son prédécesseur, devenu classique du genre, mais parmi les belles surprises de mon début 2021. Photographie somptueuse, direction artistique maîtrisée, premier pas dans l'ère Morales plaisant de par son duo avec Parker, aka Donald Renew, nouveaux antagonistes amenant à divers enjeux familiaux et sociaux. S'il n'est évidemment pas parfait, Miles Morales fut pleinement capable de me convaincre, dans ce retour tant attendu de l'homme araignée à New York. Ambiance sous les hip-hop au rendez-vous, scène puissante même si durée de vie trop courte, une œuvre clairement validée. Et puis dans tous les cas, avec du Jaden en bande originale.
L'un de mes grands plaisirs d'un été pourtant synonyme de grosses galères et de Covid saillant. Autant vous dire à quel point celui-ci fut salvateur. Amateur de jeux indés depuis quelques temps maintenant, une saga manquait encore à mon palmarès, Little Nightmares. Et bordel quelle claque. Aussi bien dans sa direction artistique que dans son ambiance à la fois poétique et glauque, les péripéties de Six m'emmenèrent précisément là où je ne pensais aller. Dans l'effroi. Que l'on parle huis clos de son premier acte sur fond de sorcellerie à environnement malsain de son deuxième opus, bien plus vaste et varié, ces deux épopées furent pour moi exemples de jeux à découvrir afin de sortir de sa zone de confort. S'émerveiller autant que se faire peur, vivre une expérience atypique entre plateforme, angoisse, contemplatif et réflexion. Poésie à l'état pur, cette découverte tardive devint tout simplement remarquable. Si bien que l'indépendant devient passion à découvrir, rendez-vous en 2022 pour Ori. Yes, of course, I understand the importance of the ceremony. I won't let you down. S'il n'est, je pense, objectivement pas jeu de l'année, et encore moins meilleur épisode de la franchise, force est de reconnaître que Resident Evil Village fut à mes yeux mon aventure de 2021. Plongeant au cœur d'un monde fantastique mettant cher, bien loin de son style habituel, difficile de ne pas apprécier les différents partis pris évoluant en cours de jeu. D'univers en univers, aka loup-garou, créatures mécaniques ou même vampires, frasque de la formidable Lady Dimitrescu, les nouvelles épreuves d'Ethan et Chris Redfield m'emmenaient régulièrement dans mes derniers retranchements. Et s'il divisera toujours pour son lien parfois hasardeux avec Resident Evil, misant bien plus sur son ambiance que sur une peur prenant acte dans le premier tiers du jeu uniquement, il me provoqua quelques grands moments, non seulement manette en main, mais aussi cinématographiquement. Oui, nous sommes ici d'autant plus à l'aube du cinéma vidéoludique. Et clairement, l'apparition du bébé gobeur d'Ethan restera parmi l'une de mes plus grandes trouilles ever. Quelle horreur! Et enfin, la dernière catégorie, les films. Là aussi, il y en a 6, parce que bordel, en 2021, il faut quand même le reconnaître, on en a eu beaucoup. En 6e position, Malcolm and Mary avec Zendaya et John David Washington. Une esthétique exceptionnelle, un jeu d'acteur grandiose, une musicalité ambiante qui est parfaitement manœuvrée pour retranscrire tout le drame particulièrement réaliste humain qu'il y a entre les deux personnages. C'est un huis clos, c'est hyper audacieux, ça montre tout le talent, pour moi, je trouve en tout cas, de John David Washington et surtout de Zendaya, qui est une impératrice dans cette œuvre. Si vous ne l'avez pas vu, c'est disponible sur Netflix, c'était en tout début d'année 2021, mais je dois bien reconnaître que c'était quand même une sacrée claque. En 5e position, la fierté française, #2, suprême, ça putain c'est du biopic. Ça a été une gifle énorme, voilà, je trouve que c'est le meilleur biopic qu'on ait eu depuis la NWA, j'en avais fait une vidéo. Frustrant parce qu'on a que 3-4 ans en fait de l'univers d'NTM, je crois que c'est de 89 à 92, mais globalement c'est tellement bien retranscrit, c'est tellement immersif, les acteurs sont phénoménaux, mention spéciale à celui qui joue Joey Starr, mais qui est absolument fantastique, c'est beaucoup plus d'ailleurs orienté autour de Joey Starr, mais quand on voit les dérives justement autour du personnage et toutes les inspirations de la réalisatrice, ça paraît normal. C'est un film qui ose, qui multiplie les plans séquences pendant des scènes de concert, etc. C'est absolument remarquable, ça a été l'un de mes immenses coups de cœur de cette fin d'année. J'aurais pu mettre, parce que moi j'ai été grand fan de ce film, OSS 117, mais non, si je devais mettre un film français, ça aurait été Suprême. OSS serait probablement dans le top 10, mais là quand on a Suprême en face, c'est l'exemple même du biopic pour moi pertinent, qui nécessite même une suite, parce que j'aurais adoré en avoir une suite, tellement c'est frustrant, tellement c'est bien, et un grand coup de chapeau en tout cas à ce long métrage qui pour moi m'a voilà, foutu des étoiles dans les yeux, du petit fan de hip-hop qui a redécouvert NTM jusqu'au grand fan de hip-hop et maintenant de cinéma. En 4e position, aux portes du podium, Justice League. Et oui, c'est sorti en 2021 aussi, on a tendance à l'oublier parce que l'année, j'ai l'impression qu'elle a été interminable. Justice League, assez autre chose qu'Army of the Dead, ça c'est une évidence. Le retour de Zack Snyder en grande pompe, on efface tout et on recommence en mieux. C'est 4 heures d'une épopée, c'est 4 heures pour moi de quelque chose d'exceptionnel qui est arrivé dans l'univers du super-héros, c'est montrer qu'il a un style, montrer cette peinture en mouvement, montrer ce côté Snyderesque qu'aurait mérité d'avoir justement tout ce DC Universe. C'est un film qui aurait dû sortir comme ça, c'est un film qui est émouvant aussi puisqu'il est à sa fille, on sait tout ce qu'a éprouvé Zack Snyder sur ce long métrage, toutes les difficultés aussi humaines qu'il a eues, toutes les couilles qu'il a été capable d'avoir en reprenant le Joker de Jared Leto qui est pour moi l'un de mes préférés parce que je le trouve exceptionnel. Oui, j'ai énormément apprécié Justice League, il y a 3 autres films qui sont devant parce qu'ils m'ont plus touché à l'affect, mais je pense que Justice League est quand même l'une des grandes claques de cette année. She sounds really good.
À la troisième place de ce tout dernier classement, l'histoire déchirante de Vanessa Kirby et Shia LaBeouf dans Pieces of a Woman, qui oui, même s'il fait date, vu sa première mondiale un certain 7 janvier 2021 sur Netflix. Porté par deux comédiens exceptionnels et une réalisation somptueuse, allant jusqu'à plan séquence d'accouchement d'entrée de jeu, s'il y a bien une chose que parvint à transmettre le métrage, c'est ce profond désespoir d'une vie basculant dans le chaos. Perte d'un enfant, amour torturé, déchirement, tous les visages du drame réaliste s'enchaînent au fil d'une vision, celle d'un désespoir humain. Alors non, il ne sera pas à mettre entre toutes les paluches, pouvant même créer division du public sur certains axes narratifs osés, mais représentation parfaite du pire de l'être vivant, et ce une fois celui-ci au bord du gouffre. Kirby et LaBeouf s'emparent de la caméra avec brio, le spectateur suffoque au fil de leur malheur, clairement l'une des œuvres les plus bouleversantes que nous aura offert 2021. What about your brother? Does he like ice cream? How do you know I have a brother? Teachers know everything. Changement de salle et d'ambiance, cette deuxième place des films de l'année nous envoie dans l'Oregon, entre mythe du Wendigo et crise américaine. Oui, avec Affamé, Scott Cooper entraîne le spectateur en terre inconnue, tout en le mariant à la perfection avec son style habituel, dépeindre les difficultés d'un autre visage de l'Amérique, plus sombre et torturé. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'entre l'obscurité sordide de sa photographie et la violence auxquelles doivent faire face les protagonistes, à la fois humaine et fantastique, le pari était risqué. Mission réussie pour Cooper qui, entre études de personnages maîtrisés et séquences gore loin de son cinéma traditionnel, inspire la peur quand elle doit être associée au milieu cannibale, tout autant que l'empathie quand l'intime refait surface. Une œuvre presque déjà sous-cotée, mais ô combien déchirante, ou quand le fantastique s'associe à l'un des nouveaux pères du cinéma d'auteur américain. Et attention spoiler, Jeremy T. Thomas est exceptionnel. Ce petit ira loin, vous l'aurez entendu ici. Dreams make good stories, but everything important happens when we're awake. Dithyrambique. C'est le moins qu'on puisse dire. Avec Dune, vous êtes sûr d'au moins une chose, difficile de trouver juste milieu tant certains furent en admiration devant la nouvelle fresque de Villeneuve, là où d'autres restèrent pleinement sur leur faim. Et en ce qui me concerne, je fus de la première catégorie. Casting incroyable, vision quasi parfaite de l'univers Frank Herbert pour une œuvre contemplative plaçant une nouvelle fois Villeneuve dans les grands noms de sa génération. Si l'on regrettera une photographie par moments trop terne pour l'ampleur du métrage, Dune est l'exemple parfait d'un voyage cinématographique. Moment somptueux, immersif, embarquant le spectateur dans une vision réaliste de la science-fiction et installant une trame certes de façon lente, mais pleinement en accord avec l'idée possible d'une trilogie. Les pions se mettent en place au rythme de quelques scènes cultes, de moments iconiques, n'étant que fer de lance d'une suite qui devrait sans doute mettre tout le monde d'accord. Succès critique et populaire mérité malgré la crise, il est pour moi objectivement la grande claque de cette année 2021. Et voilà pour le classement de tous mes tops de cette année. Dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Et là, je sais ce que vous allez dire. Allez, s'il te plaît, donne-nous 2-3 flops et je vais vous donner 2-3 flops. Suis-je vraiment obligé de dire autre chose que Resident Evil et Venom? Voilà, à un moment donné, il faut dire les choses comme elles sont. Alors non, vous avez vu effectivement que dans ce classement, je n'ai mis ni Matrix ni Spider-Man. Spider-Man ne l'aurait de toute façon pas été. Matrix, il va falloir que je le revoie pour voir s'il aurait la place, ne serait-ce que dans un top 10, parce qu'il y a quand même beaucoup de qualité dans cette œuvre, même si elle est hyper déroutante et par moments un peu frustrante ou décevante effectivement. Mais je trouve que sur le fond, c'est tellement intelligent et c'est tellement pertinent dans ce qu'a voulu faire la réalisatrice qu'effectivement, je pense que ça aurait pu truster une partie du classement. Mais si je l'ai pas mis, c'est tout simplement qu'il faut que je le revoie. Et comme j'ai pu le dire, voilà, dans les flops, il y en a pas non plus 150 000. Je pense que Venom et Resident Evil, ça a été vraiment les deux gros fours de cette année. Alors on peut compter les Monster Hunter aussi, les Kong versus Godzilla, les trucs comme ça. Bon oui, c'est vrai qu'ils sont pas de première fraîcheur. Maintenant, c'est vrai que ce serait pas très intéressant de qualifier ça dans un flop, dans le sens où a priori, vous le savez tous. Donc je vais m'arrêter là. On se donne rendez-vous à la fin de la semaine pour le bilan YouTube. Beaucoup de choses vont changer sur la chaîne, c'est la vidéo qu'il faudra en tout cas je pense pas manquer. Je vous dis à d'ici, allez 2-3 jours, la vie est belle. Au plus jeune âge on apprend la consommation, on rend flou la limite entre avoir et être. Bien avant d'en maîtriser la conjugaison, on complique ce que fera voir le maître. Puis quand celui-ci met en place des bases, expande et en démol pose leur...